Merci de nous rejoindre pour l'actualité de cette mi-journée dont voici le sommaire. Ni vérité, ni justice, 19 ans après l'assassinat de Norbert Zongo et ses camarades. Indignés, la coalition nationale de lutte contre la vie chère et le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques montent à nouveau au créneau à quelques jours du triste anniversaire du drame de Sapoui face à la presse. Ce matin, ils entendent par des actions citoyennes fortes poursuivre la lutte pour un traitement diligent des dossiers de crimes de sang et de crimes économiques au Burkina. La poterie et la vannerie, un savoir-faire des femmes de la région du sud-ouest qui se transmet de la mère à la fille. Mais peuvent-elles vivre de leur art? Difficile pour l'avenir, mais l'avenir pourrait leur sourire car elles ont désormais l'accompagnement de leur ministère de tutelle des actions pour développer et mieux rentabiliser poterie et vannerie en pays l'oblige à suivre dans ce journal. Et puis la page internationale de cette édition nous amène au Moyen-Orient. En Cisjordanie, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Ramallah pour crier leur colère suite à la décision de Donald Trump, le président américain, de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Même scène de colère à Gaza où des manifestants ont brûlé des effigies du président américain. Voilà qui fait la une de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue. À un pas de la commémoration des 19 ans du drame de Sapoui, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et la CCVC, Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés rougissent à nouveau au programme cette année. Conférences, meetings, recueillements et dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes de Norbert Zongo et ses compagnons assassinés le 13 décembre 1998. Des actions pour exiger lumière et justice pour ce dossier de crime de sang. Les précisions de Mounira Kéré et Nongba Kouda. Toujours vive, c'est que Norbert Zongo et ses camarades n'ont pas encore obtenu justice. 19 ans sans vérité et sans justice, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et la CCVC, la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, se disent indignés. La maman Zongo s'en est allée sans que notre justice n'ait daigné lui dire qui a pu commanditer l'assassinat de son fils et qui a pu le tuer. Quelle honte! Le dossier est en phase d'instruction. 3 personnes ont été inculpées et un mandat d'arrêt déposé à l'encontre de François Compaoré. Des avancées certes, mais pas suffisant selon Chrysogone Zoukmoré et ses camarades. C'est suite à l'arrêt définitif de la Cour en 2015, le 5 juin 2015, qu'il a été intimé l'ordre à l'État burkinabé de réouvrir le dossier. De réouvrir le dossier et de recommencer toute la procédure. Parce qu'aux yeux de la Cour, il y avait eu jusqu'ici un déni total de justice en ce qui concerne donc le traitement de ce dossier. Répondant à une question sur la situation qui prévaut chaque mois de décembre dans les lycées et collèges, la CCVC impute la responsabilité à l'autorité. Peut-être c'est la façon de le faire. On doit peut-être davantage faire en sorte à ce que ces élèves soient organisés pour que leur voix puisse porter. Encore que, est-ce que les représentants de l'État à tous les niveaux permettent-ils à ces élèves de s'organiser? Recueillement, dépôt de gerbes de fleurs dans les cimetières, assemblée générale, meeting et marche-meeting sont entre autres activités au programme de ce triste anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses camarades. Eux se donnent au quotidien rien que pour la nation. Pour la plupart des jeunes, les volontaires plaident donc pour la reconnaissance de leurs efforts par les autorités. Mardi 5 décembre, ils ont saisi l'occasion pour attirer l'attention car c'était leur journée, la journée internationale du volontariat. Zoubaviel Dabiré. Le programme national de volontariat du Burkina Faso célèbre ce mardi la journée internationale dédiée à leurs activités de bénévolat. Occasion pour ces milliers de jeunes de faire le bilan de leurs actions désintéressées et de se projeter pour mieux prendre en compte le thème de cette année intitulé « Les volontaires, premiers à agir ici et partout ». Et dans cette quête d'excellence dans leurs actions, ils peuvent compter sur le soutien du ministère en charge de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle. Les volontaires, les premiers à agir ici et partout.
Ce thème nous interpelle, et principalement donc la jeunesse de notre pays, quand on sait son degré d'engagement, quand on sait également les compétences dont regorgent les jeunes et qui sont de plus en plus disponibles à mettre donc leur expertise au service de la communauté, au service du pays, bref au service donc du développement de notre pays. En dépit de leurs efforts de développement sur le terrain, les volontaires burkinabés rencontrent des difficultés qui ont souvent raison de leur bonne volonté. Le premier responsable du programme national de volontariat du Burkina Faso plaide donc pour plus de moyens en faveur de ces bénévoles. L'État s'est engagé fortement en ce qui concerne le volontariat burkinabé en créant justement une structure pérenne qui est chargée de la gestion du volontariat national. Et l'État accompagne de façon permanente la mobilisation des volontaires. Comme difficulté, nous avions les ressources qui sont limitées, et tout en reconnaissant les efforts très croissants et très forts du gouvernement qui mobilise des ressources pour accompagner justement la mobilisation des volontaires. Ces ressources sont insuffisantes. La journée a été également marquée par un hommage aux volontaires. C'est le 5 décembre 1985 que la journée internationale du volontariat a été instituée par les Nations Unies pour saluer l'effort de ces acteurs du développement. Cette fois, tous devraient se porter volontaires quand il s'agit de donner son sang pour sauver des vies. Chargé de collecter ce liquide précieux, le Centre national de transfusion sanguine dit prendre toutes les précautions pour une transfusion sanguine sûre. Ces acteurs se sont retranchés à Koudougou pour faire du Burkina le premier pays au label qualité en matière de transfusion sanguine en Afrique francophone. Yacouba Gamene, Sanoa Christine Koulibaly. Si depuis quelques années, le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, affiche sa volonté de rendre disponibles des produits sanguins en quantité et surtout en qualité, il veut désormais fournir la preuve de cette volonté. Cette formation est une étape de son engagement à répondre aux normes sécuritaires internationales, surtout celles de la Société africaine de transfusion sanguine. La transfusion sanguine, c'est un acte médical qui fait appel à des produits d'origine humaine qui comportent des risques. Et nous nous sommes engagés dans ce processus d'accréditation pour minimiser au maximum les risques des produits sanguins qui seront mis à la disposition des malades. À l'issue de cette formation consacrée à l'appropriation du référentiel de l'accréditation, le CNTS devrait être à mesure de combler les gaps décelés par la première évaluation prévue dans une semaine. Une fois que ces non-conformités auront été corrigées, il va y avoir une deuxième évaluation, cette fois une évaluation formelle pour voir si le CNTS et ses antennes remplissent les conditions pour la certification à l'étape 2. C'est un processus très rigoureux, scientifique, parce que le sang, le risque zéro n'existe pas en transfusion sanguine. Mais il faut se mettre du bon côté et s'assurer qu'on a fait le maximum pour que le malade ne court aucun risque. Avec cette accréditation, le Burkina Faso se positionnera comme deuxième pays de l'Afrique francophone après la Côte d'Ivoire à disposer du label. Autre point de l'actualité, faire de la libre circulation des personnes et de leurs biens une réalité dans l'espace CEDEAO. Broderlest Alliance continue alors l'extension de ses centres frontaliers d'information au Burkina. Après Dakoro, elle a procédé mardi au lancement officiel des activités du centre frontalier d'information de Niangologo, ville frontalière. Une délégation ivoirienne était de la partie. Hassan Gourabou et Karim Sissé, reportage. Lever les contraintes des filières niébé, lait et produits forestiers non ligneux par la structuration et la gouvernance des chaînes de valeur ciblées, c'est l'objectif. Quelques coups de ciseaux et c'est officiellement parti pour les activités du centre frontalier d'information de Niangologo. Un centre mis en place par Broderlest Alliance et qui permettra de faciliter le passage des camions le long des corridors et frontières par la suppression des obstacles et des tracasseries dans le commerce transfrontalier en Afrique de l'Ouest. Informer les opérateurs économiques sur l'ensemble des protocoles qui régissent le commerce et les transports, mais également informer les opérateurs économiques sur leurs droits et obligations dans les procédures, par exemple, des transits et des dédouanements. L'avènement de ce centre vient renforcer le dispositif de facilitation des échanges commerciaux, surtout quand on sait que le Burkina Faso est un pays enclavé.
Notre pays est loin de la mer. Donc cette tracasserie nous crée des problèmes et si on arrive à résoudre tout ce genre de problèmes, en tout cas on sera bien. Ça va nous faire avancer, ça va vraiment permettre aux opérateurs économiques, aux commerçants de pouvoir traverser librement avec ces marchandises. Au-delà du Burkina, le centre frontalier d'information de Niangoloko sera bénéfique pour tous les pays membres de l'espace de la CEDEAO. Et c'est cet intérêt qui justifie la présence d'une délégation ivoirienne. De telles structures doivent exister pour harmoniser la sensibilisation, pour accroître la sensibilisation, pour interpeller les uns et les autres à un professionnalisme exacerbé afin de lutter contre toutes les tracasseries et la corruption, qui sont des entraves à l'émergence de nos pays africains. Le centre frontalier d'information de Niangoloko est le deuxième du genre au Burkina Faso, après celui de Dakola. Et les différents intervenants ont sollicité l'accompagnement de tous les acteurs afin que ce centre puisse jouer pleinement son rôle. Go-In, c'est un projet qui vient de voir le jour et intervient dans les filières niébé, lait et les produits forestiers et non ligneux. Il s'agit d'accompagner les micro-entreprises et renforcer les capacités techniques des acteurs de production, mais aussi de transformation et leur faciliter l'accès au marché. On en sait plus avec Roger Kam et Zubaviel David Dabiré. Lever les contraintes des filières niébé, lait et produits forestiers non ligneux par la structuration et la gouvernance des chaînes de valeur ciblées, c'est l'objectif du projet Go In Burkina, initié par l'ONG internationale de développement solidaire GRET. Un projet qui devrait faciliter les échanges commerciaux et formaliser les liens contractuels entre les opérateurs grâce à des formations et à un accompagnement au sein des interprofessions. On fait le constat que les filières agroalimentaires ont tendance à se développer. Il y a une progression assez régulière en faveur de la consommation des produits locaux transformés. Mais ça nécessite d'accompagner un petit peu ce processus pour mieux mettre en valeur les produits locaux, notamment sur des filières lait, niébé, produits forestiers non ligneux qu'on a choisi d'appuyer. Pour le représentant du ministre en charge des ressources animales, le projet Go In Burkina Faso est une initiative bénéfique pour le Burkina Faso. L'apport donc de ce projet au niveau du Burkina Faso est vraiment très important dans la mesure où ce projet vient valoriser des produits locaux au niveau de ce pays-là qui sont porteurs. Il s'agit notamment donc du niébé, du lait et des produits forestiers non ligneux. Financé à hauteur de 4 milliards de francs CFA, ce projet s'étend sur 5 ans. La présente cérémonie a consisté en la présentation des membres et collaborateurs du GRET et leur programme d'activité. On en vient au grand format de ce journal consacré à la poterie et à la vannerie, un savoir-faire des femmes de la région du Sud-Ouest qui se transmet de la mère à la fille. Mais l'activité est loin de nourrir son homme, faute d'organisation des acteurs, d'où la nécessité de les encadrer. C'est un dossier signé Souleymane Sanou et Moumouni Soubeïga. À l'aide d'argile, ces femmes conçoivent et fabriquent des objets utilitaires. Des marmites, des pots de fleurs, des canaris et autres articles de décoration. C'est une gamme variée de produits de poterie que ces femmes sortent de leur imagination. Après avoir obtenu la forme et le design de l'objet voulu, elles le plongent dans une décoction obtenue à base des écorces d'une plante. La dernière étape est le passage au four pour la cuisson. Une étape indispensable qui permet de rendre les objets plus durs et plus beaux. Tout comme la poterie, la vannerie constitue également l'une des principales activités des femmes du Sud-Ouest. Le village de Oli, situé à une trentaine de kilomètres de Gawa, est réputé pour cette activité. En famille, les femmes se regroupent pour des séances de fabrication des paniers. Ce sont les tiges de ces herbes qui font office de matière première. Après la fabrication, il faut écouler. Chaque dimanche, ces femmes se rendent au marché de Gawa à la recherche de la clientèle. C'est ce rayon qui est réservé uniquement à ces objets made in Sud-Ouest. J'ai pris 2 gros paniers, 2 petits paniers. 1750, 2000 et 2 petits paniers de 500. Je trouve ça agréable, très apprécié. Je veux aussi aller offrir un cadeau à ma femme où on ne peut plus trouver ça facilement.
Voilà. Les clients ne se bousculent pas tous les jours, seules les plus chanceuses parviennent à tirer leur épingle du jeu, surtout quand elles ont la chance de rencontrer des gros acheteurs. J'achète ça pour amener ça en côte. Pour donner ça, j'amène ça pour ma grand-sœur, quoi. Elle vend ça. Oui, les gens aiment ça. C'est 100 francs on vend. 2 semaines, tu peux gagner 10 000. Tu peux aller vendre, payer des habits, payer ce que tu veux. La poterie et la vannerie constituent l'une des activités majeures des femmes de cette région. Cependant, elles ne parviennent toujours pas à vivre de leurs activités. C'est une activité, j'allais dire marginale, du point de vue de ses retombées sur le plan de l'économie locale. Alors certains disent qu'ils tiraient des revenus de l'ordre de 500 à 5 000 francs le mois. Vous comprenez donc que c'est quand même négligeable comme ressource. Surtout si elles devraient vraiment vivre de cela. Et face à cette situation, les services de la direction régionale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ne restent pas les bras croisés. Nous sommes en train déjà, dans un premier temps, pouvoir les organiser. Il faut les amener à comprendre que le métier peut les rapporter beaucoup. Et par exemple, à Oli, il y a des étrangers, même depuis l'Europe, qui viennent, qui s'intéressent à leurs produits. Mais, deux fois, quand ils sont là, il y a pas, la production n'est pas assez. Bon, donc finalement, ils prennent ce qu'ils peuvent. Or, il faudrait qu'on arrive à les organiser pour qu'ils trouvent un local ou des magasins, en tout cas, un point de vente. Le savoir de la poterie et de la vannerie se transmet de mère en fille à Nyobini et à Oli. Dans ces localités du sud-ouest, chaque génération a le devoir de travailler à pérenniser le métier pour la postérité. Voilà cette précision pour la vannerie. Référez-vous à Oli et la poterie à Nyobini, secteur 8 de Gawa. On reste justement à Gawa pour parler sport. Le sud-ouest dispose désormais de son stade régional couvert de gazon synthétique. Inauguré samedi dernier, ce stade n'est pas encore prêt pour accueillir la finale de la Coupe de l'Indépendance. Et pourquoi? Explication Konsoun Koulibaly et Mahamadi Wena. À 5 jours de la tenue de la finale de la Coupe de l'Indépendance, les travaux se poursuivent toujours au stade régional du Sud-Ouest. Si la tribune et les autres commodités sont à un niveau très avancé, la pelouse synthétique reste le gros chantier. Je peux vous garantir que le gazon synthétique sera prêt pour la finale et même quelques jours avant, parce que vous constatez, on a commencé que hier et on a couvert tout le terrain parce qu'on avait eu un petit problème de logistique mais qui est rentré dans l'ordre. On a commencé tard, mais on va finir à temps. L'entreprise en charge de la pose du gazon synthétique est d'autant plus confiante, dans la mesure où elle a tiré le leçon de l'expérience du stade régional de Kaya. L'expérience de Kaya m'a vraiment enseigné parce que d'abord, j'avais besoin de l'expertise étrangère pour chose qui n'est pas évidente. Vous avez vu, j'ai commencé avec des Chinois, après bon, c'était pas évident, des Nigérians, mais maintenant j'ai une équipe très bien formés. Alors, vous voyez, ils sont très rapides. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous voyez aussi comme matériel, rien ne manque. C'est pourquoi je suis serein, on va le poser tranquillement. Le stade régional du Sud-Ouest est un complexe composé d'un terrain de football et d'une aire pour le tir à l'arc, une spécialité de la région. Les plateaux ne sont pas prévus à l'intérieur, mais à l'intérieur, ce qui est prévu, c'est un aire de tir à l'arc. Ça, c'est à l'intérieur. Et les plateaux sont dans les différentes, dans la ville, il y a un au niveau des écoles, il y a un à ma direction et un autre plateau au niveau de la cité des forces vives. En attendant la disponibilité effective de la pelouse du stade régional du Sud-Ouest, les entraînements des parachutistes pour la parade du 10 décembre a suscité un engouement du public de la ville de Gawa. Dans l'actualité internationale, Donald Trump met le feu aux poudres à Jérusalem. Le Moyen-Orient est en ébullition. En Cisjordanie, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Ramallah pour crier leur colère suite à la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. À Gaza, des effigies du président américain ont été brûlées par des manifestants en colère. Suivant. Il n'aura fallu que quelques heures
pour que les premières manifestations éclatent en Cisjordanie. Des centaines de personnes, majoritairement jeunes, sont descendues dans les rues de Ramallah. Ils crient leur colère suite à la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem, capitale d'Israël. Maintenant, nous demandons à l'autorité palestinienne et au président Abbas de suspendre toutes les négociations de paix avec les Israéliens. Même scène de colère à Gaza où des manifestants ont brûlé des effigies du président américain. Le Hamas appelle à une grève générale aujourd'hui et des rassemblements devraient avoir lieu de Gaza à Ramallah. À Jérusalem-Ouest, l'ambiance est forcément plus calme. Pour le gouvernement israélien, le geste de Donald Trump est un signe fort de soutien et un moyen supplémentaire pour mettre la pression sur la communauté internationale. Jérusalem a toujours été la capitale et Israël n'avait pas besoin d'une reconnaissance formelle. Quoi qu'il en soit, c'est génial qu'un pays aussi puissant que les États-Unis, aussi proche d'Israël, prenne cette décision et reconnaisse la capitale. Malgré les appels au calme de Donald Trump, la situation est désormais explosive. 8 pays dont la France ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU a lui réaffirmé que seule la négociation pourrait résoudre le statut de Jérusalem. Le ministre des Affaires étrangères américain demande quant à lui à ses employés de ne pas se rendre dans la région au minimum jusqu'au 20 décembre. La procédure d'extradition de François Compaoré est enclenchée à Paris, se réjouissent nos confrères de la presse écrite. L'affrontement entre étudiants progressistes et non grévistes de l'université hier à Ouagadougou ont fait de nombreux blessés. Tout serait parti d'une grève de l'ANEB. Les quotidiens globalement s'indignent de cet acte. La revue de presse est commentée par Abdul Rasmane Zongo. Regard interrogateur et le sommet est certainement de plus en plus hanté. François Compaoré à la barre pour la première fois, lâche aujourd'hui au Faso, ce 13 décembre à Paris, soit 19 ans après le crime de Sapoué. Coïncidence heureuse ou trouble, en tous les cas, notre confrère constate que c'est un début d'examen de la demande d'extradition de celui-là qui est inculpé pour, je cite, incitation à assassinat. Selon Sidouaya, la justice française accélère la cadence et la vitesse de la procédure. Et aujourd'hui, au Faso de conclure, ainsi donc les choses bougent à Paris, surtout après le passage de Macron à l'université Kizerbo, où l'on ne philosophe plus assez ces derniers temps. Témoignez vous-même ces images de blessés de guerre, d'affrontements sanglants entre étudiants pro-grévistes et étudiants anti-grévistes à la une des éditions Le Pays. C'est un affrontement estudiantin, note pour sa part aujourd'hui au Faso, qui s'est soldé hier mercredi par une dizaine de blessés. Quand des cailloux et gourdins sont utilisés pour faire respecter un mot de grève, ironise le journal Le Quotidien. Le théâtre de l'ébullition du savoir, de la connaissance, de la pensée entre autres, se transforme en champ de guerre, se désole l'observateur avec le titre « Quand le campus devient un ring ». Avec un arsenal de guerre composé de gourdins, de pierres et de bâtons, souligne simultanément l'observateur et aujourd'hui au Faso, les grévistes de l'ANEB attaquent les non-grévistes et l'Express du Faso de regretter, après une piteuse prestation de bas étage face à Macron, voici ce qu'ils servent et l'image du Burkina Faso en prend encore un coup. Et l'Express du Faso de conclure, le gouvernement du Burkina Faso doit faire quelque chose à temps avant que le réveil ne soit alarmiste. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce jeudi. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.